Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 10e épisode de Radioscope. Ouais, un radioscope peut-être un peu court aujourd'hui parce que c'est Pâques qui s'en vient. Alors, on a plus la tête à fêter que la tête à m'écouter, j'imagine. Et courté aussi parce que je veux pas faire de reproches à personne, mais je reçois pas beaucoup de questions. Alors, quand je reçois pas de questions, c'est difficile de faire de longs épisodes. Puisque, je le rappelle, ces épisodes servent à répondre à vos questions. Alors, j'en ai quand même. Je vais commencer, donc aujourd'hui je veux me pencher peut-être un peu plus sur le modèle des cycles politiques, mais j'ai une petite question ici qui porte encore sur le modèle de Kingdon. Alors j'en profite là pour faire peut-être un rappel ou deux. On me demande le rôle de courtier dans le modèle de Sabatier. Peut-il être assimilé au rôle d'entrepreneur dans le modèle de Kingdon? Effectivement, c'est exactement la même chose. Ils servent à peu près les mêmes fonctions. C'est effectivement la même idée. Après, on me demande, le modèle de Kingdon présente une fenêtre d'opportunité comme une brèche dans laquelle les acteurs vont s'engouffrer pour proposer des solutions qui seront à leur avantage. Alors, on me demande, dans la vraie vie, est-ce que ce ne sont pas parfois ces mêmes acteurs qui peuvent être à l'origine de ces fenêtres d'opportunité au travers des jeux et des stratégies variées? C'est-à-dire, c'est pas une question de fonction comme j'expliquais la semaine dernière. C'est-à-dire que les acteurs seront à un moment donné, c'est-à-dire les individus, les groupes seront à un moment donné des entrepreneurs, à un autre moment donné plus des défenseurs d'intérêt. Généralement, les entrepreneurs demeurent plus entrepreneurs, mais bon, il peut y avoir un certain jeu à ce niveau-là. Alors, ici, généralement, ceux qui vont faire l'ouverture des fenêtres, ceux qui vont permettre l'ouverture des fenêtres, c'est véritablement des entrepreneurs. Ou encore, ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'à un moment donné, il y a des acteurs qui se saisiront d'un événement soudain comme un élément du courant des problèmes. Et là, oui, vont effectivement s'intégrer rapidement pour faire la promotion de leurs enjeux au sein du courant des solutions et donc de favoriser cette fenêtre d'opportunité. Voilà. Alors maintenant, si vous le permettez, je vais revenir vraiment au sujet du jour, c'est-à-dire les cycles politiques. Ce qui est important de comprendre dans le modèle des cycles politiques, ça reconnaît, à peu près, normalement, on dirait 4 étapes. C'est pour ça qu'on appelle des fois le modèle séquentiel. Donc, émergence de l'enjeu. Alors là, il s'agit ici de un peu comme Kingdon le montre, mais voir essayer de comprendre comment comment un enjeu va s'inscrire à l'agenda du gouvernement. Après ça, on a la formulation, donc comment les politiques comment les groupes auront travaillé à formuler la politique, à influencer la formulation de la politique. Après ça, la mise en œuvre, un peu le même genre de dynamique qu'on va chercher. On va essayer aussi de comprendre les décalages entre la mise en œuvre et la formulation, parce qu'il y a toujours des décalages. Parce qu'une fois que la politique a été formulée, la société continue à évoluer, les acteurs changent, il y a des fois les gouvernements changent. Donc, il y a toujours des décalages entre la mise en œuvre et la formulation. Puis après, on a l'évaluation. Évidemment, on présente ça de manière séquentielle parce que c'est un modèle. Dans la vraie vie, parfois, la frontière entre les deux est pas si nette que ça. Et parfois, ce qu'on va retrouver, plutôt que d'avoir une frontière bien établie entre les deux, on va voir des chevauchements entre les deux étapes. Parfois, la mise en œuvre d'une politique commence alors qu'elle n'est même pas encore complètement terminée d'être formulée parce que l'enjeu presse, parce que le temps presse, parce que des pressions de la part de différents groupes. Donc, il faut pas voir ça comme constamment, dirais-je, constamment linéaire. Ou séquentiel, mais vraiment comme étant des activités d'un processus de politique publique qui peuvent se chevaucher. Maintenant, l'intérêt du modèle, comme on le présente dans le cours, il est double. D'abord, c'est celui de la notion de changement. Dans l'origine, les premières versions du modèle, on ne parlait pas vraiment des changements, alors qu'ici, Arlette et Ramesh parlent élabore la notion de changement d'un cycle à l'autre. Essayer d'expliquer comment on passe d'un changement à l'autre. Soit d'un changement normal, c'est-à-dire qu'il y a des éléments procéduraux, peut-être parfois des changements de valeur minimes,
parce qu'il y a un changement de gouvernement, par exemple, qui exige de revoir un peu la politique. Et à ce moment-là, on va procéder à ce qu'on appelle un changement normal. À titre d'exemple, on pourrait penser aux modifications apportées par le gouvernement Charest au programme des CPE en 2004. Donc, avec quelques modifications marginales dans la réglementation, l'augmentation des frais, tout ça, ça a modifié un peu la politique, mais c'est resté pas mal dans la même veine en termes de politique. Un changement atypique, ah ben là, c'est vraiment un changement de paradigme. Là, les idéologies de base sont complètement changées. On peut le voir un peu en ce moment dans la politique environnementale au Canada, où oui, sous les libéraux, la politique environnementale, c'était vraiment une politique qui était axée sur la défense des intérêts de l'environnement, sur la protection de l'environnement, alors qu'ici, aujourd'hui, la politique environnementale sous le gouvernement conservateur, c'est une politique où on tente de trouver un équilibre entre les nécessités du marché et la protection de l'environnement. Mais la nécessité du marché, l'économie passe en premier lieu avant la défense. Donc, on doit moduler ici notre impact environnemental sans nuire au marché. Donc, vraiment, une logique inversée par rapport à celle de l'époque des libéraux. Et donc, ça ici, on a un changement de valeur assez profond et on a ce qu'on peut appeler ici un changement atypique. Donc, on comprend que les cycles évoluent à mesure que, oui, il y a des changements d'acteurs, mais à mesure également où il y a des changements d'idéologie. Le deuxième intérêt de ce modèle-là, c'est que, contrairement aux autres modèles où l'intérêt, c'est d'analyser un processus en fonction du modèle complet, ici, le modèle des cycles politiques est complètement décomposable. C'est-à-dire, quelqu'un pourrait dire, bah oui, je veux étudier tout le cycle d'une politique, ou encore, je veux comparer deux politiques similaires dans deux états différents, mais seulement, genre, la formulation ou la mise en œuvre, ou encore le rapport entre la mise en œuvre et la formulation dans deux états différents, ou encore je m'intéresse seulement aux changements dans les cycles de politique. Donc, c'est vraiment un modèle qui est décomposable, mais qui reste à chaque fois très pertinent et très utile. Bon, cela étant dit, je passe maintenant aux questions liées directement au modèle des cycles politiques. Alors, la première question me dit, j'aimerais que vous expliquiez davantage les étapes du changement atypique. Les étapes m'apparaissent plutôt comme des types de changements plutôt que des étapes. Est-ce que c'est un processus linéaire? Peut-on combiner, par exemple, uniquement deux étapes pour expliquer un changement atypique? Donc, évidemment, ici, on fait référence à la capsule du cours, pas à des lectures, mais bien à la capsule du cours, où on présente un peu ça en différentes étapes. Bon, un modèle, c'est un modèle, hein, une théorie, c'est une théorie, ça tente de décomposer un phénomène. Dans la réalité, effectivement, il peut y avoir des chevauchements, et oui, il peut arriver que ce qu'on appelle des étapes ici puissent comment dire, se chevaucher ou être assimilées l'une à l'autre. Donc, par exemple, en premier lieu, on dira pression systémique et catalyseur. Donc, ce qui va arriver, en fait, il faut comprendre que ça aussi, c'est pas des étapes un peu comme on a en gestion, là. Ici, c'est vraiment des phénomènes sociaux. Donc, ce qu'on veut dire par pression systémique et catalyseur, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'anomalies dans un régime politique qui s'accumulent et pour laquelle la politique en jeu ne réussit pas à répondre. Hein? Et là, tranquillement, il y a une nouvelle façon de penser, il y a un nouveau paradigme qui s'installe tranquillement, qui cherche à s'imposer. Et là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'ancien paradigme qui, lui, domine, hein, lui, va être remis va créer une crise va être remis en question. Donc, il va y avoir une crise de légitimité de ce paradigme-là. Et tranquillement, donnant plus de force au nouveau paradigme, qui lui est peut-être plus explicatif, répond plus aux pressions qu'il peut y avoir au niveau de la société. Et là, ça va se combiner à des changements dans les relations de pouvoir. C'est un peu comme je l'expliquais par rapport à la politique environnementale du Canada. Vous avez des groupes très puissants qui remettent en question constamment les recherches scientifiques qui portent sur l'environnement, constamment la notion ou l'hypothèse des changements climatiques, des groupes qui ont beaucoup d'argent et qui remettent en question constamment ce paradigme-là des scientifiques au profit d'un paradigme beaucoup plus économique. Et là, justement, quand les conservateurs, qui, eux, se réclament de ce paradigme-là, quand eux arrivent au pouvoir, donc un changement dans les relations de pouvoir, là, eux ouvrent la porte pour que puisse s'installer
réellement et solidement un nouveau paradigme, et c'est ce qu'on appelle changement dans l'organisation des politiques publiques. On va voir même au ministère de l'Environnement, on va voir d'abord une reconfiguration du ministère, on va voir même au sein du cabinet une reconfiguration des comités du cabinet, et tranquillement, ça va apporter un changement dans les politiques publiques. Donc, est-ce que tout ça se passe étape par étape? Non, il peut y avoir des chevauchements. Tout ça, c'est un phénomène qui se déroule tranquillement, mais il faut pas penser, par exemple, que le changement dans l'organisation arrive en même temps que le paradigme commence à être remis en question. Il y a quand même un certain ordre chronologique qui doit être respecté dans tout ça. On dit j'aurais une petite question concernant le modèle d'éthique politique et plus précisément la dynamique des équilibres ponctués tels que décrite par Arlette et Ramesh. On dit en effet, ils écrivent que contrairement à l'approche qui prévalait jusqu'à peu, on reconnaît de plus en plus un aspect chaotique et des causes internes au changement. Oui, effectivement. Alors j'ai difficulté à comprendre si c'est dans la suite. Ils considèrent ceci comme complémentaire ou en opposition dans la dynamique des équilibres ponctués. C'est une question complémentaire. Effectivement, c'est pas, c'est-à-dire que plutôt que de voir les changements toujours comme étant des changements normaux, il faut aussi voir ça comme, il faut reconnaître le fait qu'il y a des changements atypiques, des changements qui sont des changements paradigmatiques. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour Arlette et Ramesh, ces deux types de changements-là cohabitent ensemble et viennent configurer à leur manière une politique qui va évoluer sur 15, 20, 30, 40, 50 ans. Donc, il faut vraiment le comprendre comme étant quelque chose de complémentaire et non pas quelque chose qui vient en opposition l'un par rapport à l'autre. Bon, alors voilà, je vous l'ai dit, ce serait une petite capsule un peu courte parce que j'ai épuisé les questions. J'espère que tout de même cela vous éclaire et je vous invite à m'envoyer plus de questions si jamais vous en avez d'autres. J'ai déjà une question pour la semaine prochaine parce que je dis parfois je reçois des questions sur des thèmes un peu à l'avance. Donc j'ai déjà une question pour la semaine prochaine, mais je n'en ai qu'une. Alors si vous voulez qu'on fasse une belle petite capsule qui soit un peu plus longue qu'à peine une douzaine de minutes, eh bien je compte sur vous pour m'envoyer vos excellentes questions. Alors sur ce, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cette capsule, mais si vous l'écoutez avant le 31 mars, dimanche le 31 mars, je vous souhaite un bon congé pascal et je vous souhaite de bien vous reposer pendant ce congé et de bien manger du chocolat et du bon chocolat. Alors voilà, à la semaine prochaine.